Bienvenue encore à toutes et à tous à ce café e-santé numéro 29. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes depuis la dernière rencontre et que les activités se passent bien. C'est une rencontre qui a été cadrée, comme vous le voyez, sur la perception de la e-santé par les professionnels de la santé. Et l'objectif, c'était de donner un peu la parole à ceux qui vivent et travaillent avec les outils au quotidien. Parce que, dans la e-santé, depuis 2 ans, on discute beaucoup de solutions, de défis, de sujets avancés comme l'interopérabilité, les standards. Et parfois, on s'écarte un petit peu du monde professionnel où les solutions sont utilisées, où les défis existent. Et donc, je suis ravi qu'on soit aujourd'hui accompagné de 5 praticiens du domaine qu'on va laisser se présenter sous peu et qui travaillent non seulement au Sénégal, mais aussi au Mali, au Togo et au Burkina. Donc, dans l'esprit aussi d'avoir un peu une vision sur la santé dans l'Afrique de l'Ouest, qui est un des objectifs de notre communauté. La communauté, comme je l'ai dit, elle existe depuis 2 ans. Et on a, depuis l'année dernière, changé un peu de format, où maintenant on fait des séances tous les 2 mois, où on cadre des sujets assez précis et on essaie de rentrer un peu dans la profondeur dans les échanges. Ensuite, on est une communauté qui est très ouverte, pas du tout dans le formalisme. On essaie de s'organiser quand même, mais c'est pour vous dire que si à tout moment vous avez des interventions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main pour poser des questions. Je pense que le nombre de personnes, pour l'instant, nous permet de faire ainsi. Et je proposerai à tous ceux qui nous ont rejoints de se présenter sur le chat dans Google. Sans plus tarder, peut-être qu'on passe à la prochaine diapo pour rentrer dans le sujet. Donc, voilà, comme on a prévu, le petit mot d'accueil va être suivi par la présentation des intervenants et ensuite on passe à la modération de la table ronde suivie par une discussion, même si on va peut-être mélanger aussi discussion et les interventions du panel en fonction de comment est-ce que la discussion évolue. Voici. Peut-être j'aurais déjà aussi dû commencer par me présenter moi-même. Niels Kaiser, je suis le fondateur de KaiKai, cabinet de conseil dans la e-santé et le développement numérique basé à Dakar, et un des fondateurs de la communauté e-santé. La réunion a été préparée en grande partie par Bertrand Guillemot de IT for Life, à qui je passe le coucou. Donc, merci pour ça aussi, parce que ça nous permet de faire vivre la communauté. Pour les intervenants, nous sommes avec professeur Palokina Mpic du Conseil national de lutte contre le sida. Est-ce que vous voulez peut-être vous présenter, professeur? Oui, bonjour. Je suis professeur Palokina Mpic, je suis dermatologue à Lomé, enseignant à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Et je travaille un peu à mi-temps au Conseil national de lutte contre le sida. Sinon, je suis à l'hôpital et je suis enseignant, mais le conseil, c'est plutôt administratif.
D'accord, merci beaucoup. Et vous êtes dermatologue de spécialisation? Oui, oui, je suis dermatologue c'est ma spécialité de base. C'est ma profession, en fait. D'accord. Monsieur, au professeur Ousmane Faye, peut-être qu'on peut passer à votre présentation, donc directeur général de l'hôpital de dermatologie de Bamako. On peut passer à la présentation du docteur Elena Bouguer en attendant. Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Elena Bouguer et je travaille au Sénégal à l'Institut d'hygiène sociale et aussi dans le privé. Et je suis dermatologue. On se retrouve avec tous ces dermatologues dans le panel. Oui, parce que le professeur Ousmane Faye est également dermatologue. Elena, vous pratiquez en privé, en public, ou les deux peut-être? Les deux. L'Institut d'hygiène sociale, c'est un service public, c'est un hôpital public à Dakar. Pardon, le professeur Faye n'est pas là, donc je vais proposer au docteur Hassim Bachir Diop de se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Dr Hassim Bachir Diop. Donc, je suis cardiologue. Actuellement, je suis au centre hospitalier de Chartres. Mais effectivement, je suis sénégalais, je suis cardiologue sénégalais. Donc, je suis venu faire quelques spécialisations en France, mais le projet, c'est de retourner au Sénégal pour travailler un peu comme Elena, d'ailleurs, que je salue. On a passé quelques années ensemble à la fac. C'est ça. Voilà. On travaille également public-privé, une activité mixte. Voilà. D'accord. Enchanté. Merci de nous avoir rejoints. Je vais passer la parole à monsieur Joseph Caboret. Si vous pouvez vous présenter. Monsieur Caboret, je vois que votre micro est coupé. Je ne sais pas si vous essayez de parler. Alors, il y a des petits soucis de micro de part et d'autre. Est-ce que vous arrivez peut-être à nous faire un petit message dans le chat, monsieur Caboret? Bon. Ok. On a la caméra de monsieur Caboret. On pourra revenir à monsieur Caboret tout à l'heure. Ouais. Bon, bah, Nils, je te repasse la main. On avait affiché quelques questions. C'est pas du tout exhaustif. Ça reprenait, je pense, quelques interrogations qu'on avait. C'est un bon début de conversation, en tout cas. Je te repasse la main, Nils.
Merci beaucoup, Bertrand. Et peut-être cette fois-ci, on va commencer à donner l'honneur à Dr Bouguer, comme on aurait dû le faire dans la présentation. Peut-être de nous parler un peu de l'utilisation du numérique dans votre domaine. Donc, quelles sont les activités que vous avez en lien avec le numérique, depuis quand, et à quelles solutions peut-être cela touche aussi? Merci beaucoup, mais bon, c'est pas parce que je suis la seule femme qu'il faut commencer par moi. Alors, moi, j'utilise le numérique essentiellement dans mon activité privée. Et c'est parce que j'ai mis en place un site Internet avec l'aide d'une amie qui travaille dans les TIC, quoi. Et grâce à ce site Internet, on peut prendre des rendez-vous en ligne. Et donc, du coup, les patients ont la possibilité de prendre le rendez-vous, ils reçoivent un mail de rappel. Et en fait, moi, j'utilise en fait Google Space. Et donc, j'ai le Google Agenda où je peux programmer mes rendez-vous. J'ai aussi fait une fiche patient qui me permet d'aller plus vite, en fait, quand le patient arrive. J'ai déjà une fiche que je dois juste remplir, je n'ai pas à tout taper. Et c'est essentiellement ça que j'utilise comme e-santé. Donc, mon site Internet qui me permet de prendre des rendez-vous et le Google Space avec le Google Agenda avec ma fiche patient. Après, moi, j'aimerais bien développer la téléconsultation, mais c'est assez compliqué. Peut-être qu'on en reparlera après avec les problèmes qu'on peut rencontrer dans le numérique. Et essentiellement en tant que dermato, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de dermatos, parce qu'en fait, on utilise beaucoup WhatsApp. Il y a beaucoup de patients qui nous envoient des photos, parce que la dermatologie, c'est d'abord, le diagnostic se fait par regarder, c'est des photos. Et donc, en tout cas, moi, personnellement, je suis amenée très souvent à consulter avec des photos. Après, voilà, et c'est essentiellement ça que j'utilise dans ma pratique quotidienne en privé. Dans ma pratique libérale, c'est plus compliqué parce que c'est une structure, c'est beaucoup de choses qui sont mises en place et on en reparlera un peu plus bas, je crois. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, professeur Pitché, peut-être de votre côté, la même question sur l'utilisation du numérique dans vos activités. D'accord, merci. En fait, peut-être que c'est grâce à notre partenaire, la Fondation Pierre Fabre, avec laquelle nous avons un projet assez structuré de télédermatologie au Togo que j'ai pu participer à votre réunion. C'est eux qui m'ont un peu envoyé le lien. Nous, au Togo, nous sommes partis du fait que nous ne sommes pas nombreux en dermatologie. Nous sommes un petit pays de 8 millions d'habitants. On était en 2015 quand on élaborait un projet. On était à peu près 18 dermatos, tous dans la capitale. Et tout le reste du pays n'était pas couvert par les dermatos. Et donc, dans le cadre de la société savante que nous avons mis en place, nous avons dit on doit faire quelque chose pour faciliter l'accès aux autres populations de l'intérieur à la dermatologie de qualité. Et c'est pour ça que nous avons élaboré un projet de télédermatologie. Et nous avons le bonheur d'avoir le soutien de la Fondation Pierre Fabre qui nous a permis de mettre en place ce projet de dermatologie qui couvre actuellement 50 centres de santé périphériques. Nous utilisons la plateforme RAF de réseau francophone, qui était une plateforme web qui est sécurisée. Et nous avons mis en place une formation continue, notamment des médecins généralistes, mais aussi des paramédicaux que nous avons formés à partir d'un document élaboré et des algorithmes de prise en charge de maladies courantes. Et ils ont été dotés de matériel minimum, notamment de connexion. Et la plateforme permet non seulement de prendre la photo
mais de décrire un peu les lésions, notamment donner l'identité du patient, son âge, les lésions, envoyer la photo. Et maintenant, nous avons quadrillé les sites en mettant sur chaque site un dermatologue senior qui répond quand le collègue en périphérie, qui soit médecin généraliste ou qui soit un paraclinicien, mais informé, et ça permet d'interagir et de répondre et de donner le diagnostic, de donner la cause à tenir, proposer le traitement. Et depuis 5 ans, nous sommes dans la 4e année, ça marche très bien. C'est sécurisé, c'est une plateforme qui est sécurisée. C'est la même expérience qu'il y a au Mali d'ailleurs. C'est pour ça probablement que le professeur, mon collègue Faye, a été invité parce que c'est pas la même expérience. Et nous avons, et ça rend service énormément à la population, à nos collègues de l'intérieur. On a vu que chaque année, le nombre de consultations qu'ils voient, c'est important, c'est énorme parce que c'était bonne chose. Évidemment, on est parti de côté informel, comme disaient nos collègues du Sénégal, en répondant à nos collègues qui nous envoient des messages sur WhatsApp, sur le téléphone, mais maintenant, c'est un vrai projet avec des sites identifiés, de personnel formé au préalable sur des pathologies courantes. Évidemment, on ne peut pas prendre tout en charge parce qu'ils n'ont pas la compétence de dermato, mais au moins les pathologies courantes, comme les infections cutanées, les affections courantes qu'ils voient, ils prennent des photos. Et c'est en 4 ans, on a des très bons résultats. Et je pense que la plupart sont satisfaits, nous aussi sommes satisfaits. Et on va revenir dans l'avenir. Ce projet s'est approprié, le ministère de la Santé s'est approprié le projet dans le cadre de sa politique de télémédecine. D'accord, merci beaucoup, professeur. Alors, je vais retenter Monsieur Caboret, même si je vois que ça bouge beaucoup sur la caméra. Est-ce que vous nous entendez? Ok, je crois qu'il y a un déplacement, un changement d'endroit. Donc, on va passer à Dr Diop. Peut-être pareil, la même question sur l'utilisation aujourd'hui du numérique dans vos différentes activités. Oui, merci. Donc, en fait, moi, le numérique, le premier contact que j'ai eu avec, on va dire, le numérique dans la pratique, c'était au niveau d'une clinique privée où où je faisais des vacations. C'est une clinique privée qui était, à l'époque, je crois que c'était en 2017, mais c'est la première fois que je voyais un dossier médical patient. Donc, c'était assez innovant pour moi. Ça permettait déjà par rapport au suivi, quand un patient venait en consultation, on avait déjà l'historique de toutes les consultations précédentes, on avait son dossier complet. Donc, c'était assez intéressant. Ensuite, j'ai personnellement travaillé sur une application qui va un petit peu dans le sens de l'application de professeur Pitch, où c'était pour l'interprétation des électrocardiogrammes. En périphérique, ils ont souvent ces soucis pour l'interprétation des ECG dans des situations d'infarctus. Et on avait pensé à développer une application avec une entreprise locale. Malheureusement, le développement était un petit peu lent. On était confronté à beaucoup de difficultés avec l'entreprise avec laquelle on travaillait. Notamment, les développeurs qui changeaient souvent, il y avait un turnover très important. C'était assez difficile. Ensuite, malheureusement, j'ai dû voyager en France et le projet est un petit peu ralenti. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant si on arrive à proposer une application sécurisée. Parce que d'habitude, ça se fait plus un peu comme avec Dr Bouguer, c'est des ECG qu'on envoie par WhatsApp. Bon, c'est pas très sécurisé. Voilà. Donc, l'idée, c'était un petit peu ça. Ensuite, en France, l'expérience elle est différente parce que cette fois-ci, ce n'est pas juste dans un service qui est cloisonné. Là, on peut, avec le dossier médical au niveau de l'hôpital, c'est très fluide pour coordonner avec les autres collègues dans les autres spécialités. On a aussi l'historique toujours des patients. On gagne énormément de temps dans le travail et dans la production des comptes rendus. Voilà, franchement, c'est très intéressant.
Et autre chose aussi, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est même au niveau du service pour coordonner avec les infirmières, les aides-soignants. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà, le numérique vraiment, c'est quand on compare un petit peu à l'expérience qu'on a eue précédemment pendant tous nos stages qu'on a fait dans les hôpitaux publics où il n'y avait pas du tout de numérique, c'est vraiment révolutionnaire et ça règle énormément de problèmes qu'on a au quotidien dans les hôpitaux qui n'en bénéficient pas. Ouais. D'accord, merci docteur. Monsieur Caboret, est-ce que vous nous entendez? Alors, le micro est en mute. Peut-être il faut juste l'activer. Parce que je pense que vous essayez de parler. Voilà. Allô? Voilà, donc si vous voulez, peut-être vous pouvez... je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité du tout de vous présenter tout à l'heure. Moi, c'est M. Caboret Joseph. Je suis imprimé de formation spécialiste en épidémiologie et en nutrition. Et il faut dire que le e-santé, nous l'appliquons grâce, bien sûr, qui a permis en tout cas au ministère de la Santé de pouvoir en tout cas déployer le registre électronique de consultation à travers une région dans le centre-ouest où je suis. À ce niveau, chez nous, ça a commencé vers fin d'année 2019, il faut dire que novembre-décembre, c'est par le renforcement des compétences des acteurs, parce qu'avec le e-learning, il est plus facile en tout cas de renforcer les compétences, parce que non seulement celui qui forme a tout le nécessaire en face, et celui qui reçoit la formation peut à tout moment revenir consulter et à travers le Comcare où il y a pas mal de formulaires qui lui permet en tout cas de revenir et puis s'assurer de la formation qu'il a reçue. Et à ce niveau, après les formations, nous avons pu déployer en fait le registre électronique. Le registre, c'est quoi? Il faut dire que c'est à travers l'approche PECIME, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, là. On a pu intégrer toute la formation classique de la PECIME qui prenait en gros 11-12 jours et nous arrivons maintenant à partir de e-learning à le faire en 6 jours. Et grâce à cet effort avec l'appui des Terres des Hommes, nous sommes arrivés en tout cas à former de nos jours, on peut dire qu'au moins près de 80% des agents ont été capacités. Et ceux qui ne l'ont pas été, c'est les nouveaux qui sont venus des écoles. Parce que pour le moment, c'est un processus qui n'est pas encore intégré dans les écoles professionnelles et au niveau des écoles de médecine. C'est toujours la PECIME classique qu'on enseigne là-bas, en attendant qu'on puisse déployer et intégrer ça dans le curriculum de formation des étudiants. Donc, à notre niveau, les avantages, ça nous aide dans le quotidien comment? Parce que ça facilite, c'est un outil d'aide au diagnostic. Parce qu'en interface, il y a des aides mémoire. Lorsque l'agent de santé doute un peu par rapport à la classification des signes, il peut se référer aux aides mémoire et pouvoir en tout cas s'améliorer. Et lorsqu'on finit de bien classer les signes, ça va directement vous donner le diagnostic. Et dès que le diagnostic est dégagé, directement vous avez le traitement proposé. Première intention, deuxième intention. C'est aussi un outil qui nous permet de rationaliser la prescription médicale. Parce que chacun avait l'habitude de prescrire ce qu'il veut, surtout en périphérie. Mais avec cet outil-là, les gens sont obligés de respecter la prescription qui existe au niveau du REC. On ne peut plus permettre à un agent de prescrire ce qu'il veut. Je prends un exemple, cas de paludisme simple. Il n'y a pas de raison, quelle que soit votre explication, que vous puissiez faire des injections, puisque ce n'est pas indiqué dans le traitement orienté. L'autre aspect, c'est un outil qui facilite la prise de décision à tous les niveaux. Lorsqu'un enfant doit être référé pour, par exemple, une infection, possibilité d'infection bactérienne grave, c'est à partir de la classification que ça va, en tout cas, à travers la classification finale, il va vous dire cet enfant est à référer. Donc, à ce niveau-là aussi, l'agent de santé ne peut pas traîner avec l'enfant. Et donc, en gros, c'est un outil qui améliore le système de santé, surtout dans la prise en charge des enfants. Et nous espérons, bien sûr, à Terre des Hommes, parce qu'il y a d'autres applications qui sont en cours, notamment le e-ange, notamment la tuberculose,
et un certain nombre de pathologies qu'on va intégrer qui vont faciliter en tout cas la prise en charge, surtout au niveau des centres de santé périphériques. C'est en cela que nous disons que ça a révolutionné en tout cas la prise en charge des enfants au niveau du Burkina Faso. Parce que nous sommes, on n'a pas, il y a des études en cours, bien sûr, avec l'appui des terres des hommes, mais ce que nous constatons sur le terrain, puisque j'ai la chance d'être épidémiologiste, ce qui permet de suivre aussi les tendances un peu de certains indicateurs de santé. Et à ce niveau, nous constations que le nombre de décès a considérablement diminué. Pas que nous avons des certitudes, mais à travers aussi les supervisions que nous menons, les agents ils ressortent des agents qu'ils n'ont plus, en tout cas, de temps à perdre pour pouvoir réfléchir par rapport à une classification d'un problème de santé, ce qui a amélioré véritablement le diagnostic et la prise en charge. Donc, nous pensions que nous pouvons conclure, en tout cas, sans risque de se tromper, que ça révolutionne, en tout cas, le système de soins, surtout en ce qui concerne la prise en charge au niveau périphérique. Et il faut dire que tout le système est intégré dedans, parce que du niveau des services techniques du ministère jusqu'au niveau opérationnel, tout le monde est impliqué pour pouvoir davantage s'approprier en fait de la stratégie là, afin d'améliorer la prise en charge à tous les niveaux. Et nous pensons que ça va même se développer pour d'autres domaines. Merci. Merci, Monsieur Caboret. Donc, on a eu des interventions qui sont vraiment diverses au niveau à la fois de l'organisation, la prise de rendez-vous, les aspects plutôt dossiers médicaux et suivi des protocoles de traitement, la télémédecine, l'aspect formation aussi, et jusqu'aux indicateurs de santé publique, l'épidémiologie. C'est assez vaste comme thème. Mais peut-être pour passer à la prochaine question, bon, on a un peu abordé certains des atouts, mais il y en a peut-être d'autres. Donc, si lié à vos activités, vous devriez identifier les principaux atouts et peut-être aussi les principaux défis, que ce soit au niveau des solutions, que ce soit au niveau des facteurs humains, facteurs institutionnels. Voilà, on va peut-être recommencer par Dr Bouguer. Ok, d'accord. Alors, là, je vois un peu qu'il y a un peu que moi qui suis un peu qui va partager en fait l'expérience du privé, et les autres, c'est plutôt institutionnel et public à une plus grande échelle. Alors, moi, en tant que libéral, en tant que privé, en tout cas, l'utilisation de Google Space m'a permis en fait de mieux m'organiser, tout simplement. Donc, je suis mieux organisée, j'ai déjà mes fiches patients, je sais ce qu'il faut demander, j'ai mes rendez-vous aussi que je peux planifier et préparer si jamais il y a des éventuels problèmes. Donc, je gagne en temps, je gagne en organisation. Et par contre, il a nécessité que je puisse apprendre à manipuler tous ces outils, quoi. Donc, ça n'a pas été évident parce que je n'ai pas de formation en tech ni en informatique. Ce n'était pas très compliqué, j'avoue, parce que finalement, c'est des choses qu'on utilise déjà, même en n'étant pas médecin. Mais après, j'ai dû aussi former ma secrétaire parce qu'il fallait qu'on soit coordonné par rapport à la prise de rendez-vous, qu'elle apprenne à utiliser ça. Ça n'a pas été facile et elle a abandonné, bien sûr, parce que ce n'est pas son mode de fonctionnement. Et donc, du coup, moi, je me retrouve à faire deux choses, quoi, à faire et son travail et mon travail quand ça concerne tout ce qui est prise de rendez-vous en ligne, parce qu'elle n'a pas réussi à adopter ça. Donc, peut-être les limites que je dirais, c'est de peut-être avoir plus de formation, plus de plateformes, en fait, où on peut apprendre, où on peut expliquer mieux c'est quoi les avantages qu'on a en utilisant le numérique. Et je pense que le plus grand défi, à mon avis, c'est par rapport à la confidentialité. Je sais que les serveurs, donc les serveurs de Google
Google Space, de WhatsApp, je ne sais pas les autres serveurs par rapport aux applications que les autres utilisent au Togo, au Burkina. Ils ne sont pas hébergés en Afrique ni au Sénégal. Et donc, je sais que, en fait, question de confidentialité, je ne sais pas à quel point, mais je me dis qu'il faudrait essayer d'avoir un service où il y aurait un hébergeur qui serait dans le pays où c'est utilisé ou en Afrique, parce que maintenant, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les gens ont peur que leurs données se retrouvent dans n'importe quel pays, partie du monde. Et je pense que ça, c'est un gros défi de pouvoir créer des outils qui sont hébergés en Afrique, quoi, ou dans le pays où on est. Je ne sais même pas si c'est possible, ça. Vous me direz, Nils, si c'est possible, ça ou pas. Mais je pense que c'est l'un des plus grands défis par rapport à la confidentialité. Et voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, techniquement, oui, c'est tout à fait possible. Et par contre, il y a tout un nombre de facteurs qui font qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de solutions ne sont pas hébergées localement, que ce soit par manque de cadre légal clair au niveau de la protection des données, mais aussi au niveau peut-être d'un cadre spécifique au domaine de la santé, ou dans certains pays aussi par le manque d'infrastructures appropriées, et tout simplement parce que souvent, en termes de coûts, c'est plus simple et plus facile et moins cher d'héberger à l'étranger avec des opérateurs existants. S'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur ce sujet, je vais peut-être leur laisser le chat aussi pour pas trop aventurer. Oui, allez-y. Excuse-moi, peut-être que je vais rajouter, vu que tu parles de coût, je pense aussi qu'en tant que libéral, le coût peut jouer en fait, parce que c'est pas donné et il faut payer chaque mois pour avoir tous ces outils-là. Et donc, ça peut constituer un inconvénient, le fait que ça soit pas accessible et abordable. C'est pas très cher, mais quand même, ça nécessite un coût. Et pour une personne qui est dans le libéral, c'est déjà pas très facile. Et ça s'ajoute ça peut être un inconvénient en fait. Voilà. Merci pour cet aspect additionnel. Alors, peut-être professeur Pitch, ou est-ce que Monsieur Caboret, vous voulez réagir au point et puis ensuite on passe au professeur? D'accord, merci. Merci bien, M. Nil. Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, comme à tout qu'on pourrait ajouter, c'est que ça permet une formation continue des prestataires sur le terrain. Parce que nous avons la chance qu'avec le e-learning, tout est sur la plateforme. Et à tout moment, quand les agents de santé doutent de quelque chose, ils peuvent revenir. Et lorsque, en réalisant certains modules, il y a toujours des insuffisances, ils peuvent effectivement, c'est comme l'a dit le prédécesseur, à travers WhatsApp et autres, là, nous arrivons à échanger et puis renforcer, continuer, en tout cas de façon continue, les compétences. L'autre défi aussi qu'on a, c'est que ça a amélioré l'environnement du travail. Parce que pour pouvoir réussir dans le cadre du REC, il y a un certain nombre de conditions par rapport à l'assurance qualité des soins qu'on vous impose. Et lorsque c'est respecté, et la plupart des formations sanitaires qui l'appliquent sont arrivés à une bonne organisation qui ne permet plus, en tout cas, aux maires de venir traîner avec les enfants dans les centres de santé où le REC est déjà appliqué. Et ce qu'on pourrait ajouter, c'est surtout l'amélioration de la qualité des soins offerts. Comme je l'ai dit plus haut, on ne va plus, en tout cas, pas tâtonner, mais on ne permettra plus à chacun de penser qu'est-ce qu'il faut prescrire, mais ce qui est idéal selon les protocoles en vigueur dans le pays qui sont prescrits, puisque nous travaillons en collaboration avec, bien sûr, les différents programmes PALU, la nutrition, le programme élargi de vaccination. Tout est intégré, en fait, dans la plateforme. Et pour finir, par rapport aux atouts, là, c'est que ça permet aussi un gain de temps. Parce que tout est bien suivi, ce qui permet, en tout cas, aux agents de facilement
comment on appelle ça, en tout cas, prendre en charge correctement les enfants en un temps record, parce qu'il y a quand même la chance qu'on a dans le pays, c'est qu'en termes de connexion, certes, on dirait qu'il y a des difficultés, mais il y a un certain nombre à travers les réseaux de téléphonie mobile, on arrive en tout cas à avoir la connexion sans, en tout cas pas avec trop de soucis. Maintenant, comme défi que nous avons, c'est comme l'a dit celle qui vient de passer, c'est l'hébergement des données. Mais je pense qu'à ce niveau, le ministère travaille déjà avec le partenaire pour pouvoir rapatrier les données parce que nos données sont, même avant le REC, nous avons des données à travers l'entrepôt des données qu'on appelle, qui sont logées dans le DIS 2, qui sont au niveau de l'université d'Oslo. Donc, à ce niveau-là, les données seront rapatriées au pays et nous pensions que nous sommes actuellement en atelier pour ça. Et nous pensions qu'en tout cas, d'ici autour de 2022-2023, on aura la possibilité en tout cas d'avoir les données hébergées au niveau du Burkina Faso. Et un des défis à ne pas négliger aussi, c'est la pérennisation des acquis là, parce qu'actuellement, nous avons l'accompagnement des partenaires. Et si les partenaires se retirent, surtout en termes d'investissement, quand vous prenez dans chaque formation sanitaire, il y a des formations sanitaires au niveau des grandes villes, par exemple, Koudougou où je suis, il y a des formations sanitaires qui ont 4 tablettes parce qu'elles ont 3 à 4 points de prestation pour la prise en charge des enfants par jour. Il y a le REC maternité qui est développé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, à ce niveau, nous avons impliqué les communautés et il y a vraiment un district qui est en train de nous montrer des bons exemples sur le district sanitaire de Koudougou, où ils sont arrivés à unir, puisque au niveau de la gestion des formations sanitaires périphériques du pays, nous avons ce que nous appelons les comités de gestion des systèmes de santé. Et ils sont arrivés à créer une union des comités de gestion qu'ils appellent UCOSES, qui a déjà réfléchi et qui a planifié l'achat d'au moins 2 tablettes par an, au cas où il y a des tablettes qui sont devenues vestiges ou en tout cas qui n'arrivent plus à être utilisées. Donc, à ce niveau-là, nous pensions que si on implique davantage les communautés, surtout que de nos jours, les femmes réclament en tout cas, parce que nous sommes sortis même hier suivi des activités, si vous faites un accouchement aujourd'hui et que le REC n'est pas utilisé dans les districts où il y a le REC, elle se demande si c'est bien fait. Parce que l'avantage qu'elle a, c'est quoi? Pour les autres rendez-vous, le REC envoie en fait un message à la dame pour signaler qu'elle doit venir à telle date pour le suivi. Donc, comme le comité réclame en fait la stratégie, nous pensions que de nos jours, là, en tout cas, si on implique davantage les communautés à travers les représentants que sont les unions de causes, les collectivités territoriales, parce qu'il y a certains maires déjà qui avaient en tout cas réfléchi sur accompagner le système de santé dans le renouvellement des tablettes, nous pensons qu'on pourra pérenniser. Sinon, l'un des défis majeurs, c'est vraiment la pérennisation, surtout des investissements. Merci beaucoup. Merci, M. Caboret. Oui, effectivement, la pérennisation et peut-être aussi, bon, je sous-entends peut-être un autre point aussi, l'harmonisation entre différentes initiatives et programmes, notamment qui couvrent quelle partie des équipements. Ça peut aussi devenir un défi quand il y a une multitude de programmes qui fournissent des équipements aux mêmes structures. Et ça revient dans beaucoup de contextes différents. Peut-être, professeur Pitché, si vous pouvez aussi nous parler des atouts et des défis, éventuellement aussi évoquer la question qui a été posée sur le chat sur quels sont les équipements en fait qui sont nécessaires à donner l'accès au numérique. Merci beaucoup. Pour ce qui est un peu de notre expérience, en fait, c'est une expérience essentiellement de téléconsultation, donc de télémédecine. Les atouts, c'est que nous avons pu former dans les 50 sites publics et confessionnels. On a pris deux par site, et donc on a formé plus de 100, parce qu'en fait, c'était 100. Mais comme il y a un turnover lié au problème d'affectation, le rapprochement de conjoints, nous avons formé pratiquement plus de 130 personnes sur la prise en charge des affections courantes à partir de ce guide. Donc, en termes de renforcement de capacité, les gens maintenant ont la compétence de base. La plateforme que nous utilisons, c'est la plateforme RAP, c'est une plateforme web qui est hébergée, qui est pilotée depuis Genève. Donc, les données sont stockées à Genève. Comme c'est une plateforme francophone où les pays qui ont adhéré, ça ne cause pas pour le moment de problème parce que c'est très fonctionnel, c'est très efficace.
Bien sûr, nos pays, quand ils auront la capacité, vont essayer de rapatrier les données, mais pour le moment, c'est une plateforme assez sécurisée. Et c'est très fonctionnel parce que c'est très interactif. La personne envoie les photos, vous pouvez avoir la réponse instantanée. Et nous avons vraiment stimulé nos collègues qui sont qui supervisent les sites parce que nous sommes répartis les tâches pour qu'on puisse réagir. Donc, parfois, en pleine consultation, quand la personne envoie les images et puis le diagnostic, on peut répondre. Et le délai de réponse varie de 30 minutes à 48 heures. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et en 4 ans, on a vu qu'on a pu améliorer la qualité de la prise en charge parce que dans le projet, c'était prévu que nous-mêmes, nous descendions en tant que dermato-seniors, descendions au moins une journée, aller superviser les gens sur le terrain pour voir la qualité de la prise en charge. Je pense que ça, c'est une bonne chose et c'est un atout pour le projet. D'ailleurs, cet atout a fait que le ministère de la Santé, il faut dire que de base, c'est une initiative associative. Notre projet de télédermatologie, c'est une initiative privée associative parce que c'est une société savante de dermatologie au Togo qui est créée et qui pilote le projet. Mais quand même, dès le départ, nous avons discuté avec le ministère de la Santé pour implémenter le projet dans les sites publics. Et donc, à l'évaluation, même indépendante, avec un expert recruté par le ministère de la Santé, dans le cadre de e-santé au Togo, c'est l'un des projets qui a été identifié comme un projet fonctionnel. Donc, parce qu'il y a l'aspect formation continue, l'aspect efficacité de la prise en charge, le fait que les gens peuvent répondre en 2 heures de temps, en fait feedback. Et nous nous sommes rendus compte aussi que actuellement, avec les smartphones, c'est largement suffisant. C'est-à-dire qu'avant, c'était des appareils photo, les gens disaient il faut des tablettes, mais en fait, les smartphones sont avec des smartphones avec beaucoup d'espace. Quand on a évalué la première phase du projet, la plupart des gens de santé, des médecins, des infirmiers, ils ont préféré avoir des smartphones. Et avec smartphone, avec une bonne résolution d'image, ils peuvent écrire, on peut répondre, et donc c'est plus pratique pour eux d'ailleurs, avec les smartphones. Et donc, et le ministère veut maintenant étendre ce projet avec les smartphones sur d'autres aspects, comme l'imagerie, comme la santé de la reproduction. Et donc, ça, je peux dire, c'est quelques atouts. Les inconvénients, comme tout projet en Afrique, c'est le problème de connectivité, en fait. Ce n'est pas évident. Le taux de pénétration d'Internet n'est pas le même sur le territoire togolais. C'est-à-dire que si vous êtes dans la capitale, comme on le veut dans les grandes villes, souvent, il y a une bonne couverture. La bande passante est plus large. Mais certains infirmiers, certains paramédicaux qui sont dans les zones rurales, ils ont problème de connexion. Et parfois, quand on prend les images, on va envoyer, parfois c'est lourd, il faut attendre peut-être la nuit, il faut attendre le petit matin pour pouvoir envoyer les images. Et donc, ça, c'est vraiment un inconvénient lié au problème numérique, au niveau de couverture numérique au niveau du pays. Mais globalement, il y a ces problèmes. Et puis, l'autre problème qu'on a vu quand on déploie ce genre de projet sur le terrain, c'est le problème de turnover des acteurs. C'est-à-dire que nous, on s'appuie sur les médecins généralistes, on s'appuie sur les paramédicaux, qu'on forme, on a déjà fait des sites. Il arrive, depuis 4 ans, il y a au moins, sur les 100 formés, il y a au moins une vingtaine qui ont bougé, qui sont partis sur d'autres sites, qui ne seraient pas des sites de notre projet. Et parfois, il faut recommencer les formations. Il faut aussi motiver les gens, les stimuler pour qu'ils comprennent l'importance et pour qu'ils adhèrent. Mais on a la chance qu'à l'évaluation, on avait les médecins du district, on avait les hôpitaux qui ont vraiment apprécié parce qu'ils ont vu que ça rendait service à la population. Et même des médecins chez les hôpitaux disaient c'est maintenant, ce n'est plus la peine d'envoyer la personne à 200 km pour venir voir un dermatologue. Nos infirmiers sont devenus des spécialistes de dermatologie. Nos médecins généralistes maintenant sont des référents de dermato parce qu'ils peuvent prendre en charge des patients. Donc, c'est vraiment l'aspect humain qui fait que les gens sont plus motivés, d'autres sont très smart, d'autres, parfois, au départ, c'est lourd parce qu'ils pensent que c'est des charges supplémentaires quand il y a un problème de connexion. Et puis, sur l'aspect technique, franchement, à part le problème de connexion, et après la première phase, on s'est rendu compte que les smartphones actuels on n'a plus besoin d'avoir des appareils photo, on n'a plus besoin d'avoir des tablettes, et la plupart de personnels soignants ont préféré l'expérience de smartphone et ça marche très bien.
Et on a même vu, nous qui sommes dermatologues, en termes de résolution d'image, prendre la photo avec, prendre une image dermato avec un appareil photo ou bien une tablette ou un smartphone, c'est pratiquement la même chose. Quand la personne est bien formée, en plus, on les a formés en amont, on les a formés pour la prise en charge des images, comment cadrer, comment prendre au moins 3-4 images, comment les envoyer au moins pour solliciter un avis, envoyer au moins 2 images différentes, pas seulement une image, parce que c'est parfois le profil peut poser problème. Et donc, l'évaluation a montré que c'est plutôt une bonne chose. Donc, pour moi, le vrai défi, c'est ça. Le vrai défi, c'est les défis humains, des défis numériques, c'est-à-dire la couverture Internet, et puis aussi le coût Internet, qui fait que parfois, quand la connexion est très faible, elle ne passe pas. Le coût mensuel qu'on donne aux gens, ça ne suffit pas. Les pixels ne suffisent pas parce que ça saute et puis les gens se découragent. Et ça, c'est une bonne chose. Après, la pérennité, comme l'évoquaient les uns les autres, nous, c'est une initiative qui montre qu'elle est efficace. Le gouvernement s'est approprié l'initiative. On espère que maintenant, ils vont le dérouler parce qu'il y a un projet national de e-santé dans le pays, surtout avec le Covid. Les gens, le gouvernement, les autorités se sont rendus compte qu'il faut vraiment diversifier les moyens d'offre de services et dans le numérique constitue un moyen important dans le service pour aller vite. Et donc, il y a un projet national gouvernemental de e-santé et qui a pris en compte ces aspects. On espère que la démarche a été retenue dans ce projet-là, donc c'est une bonne chose. On espère continuer et capitaliser sur l'expérience que nous avons eue dans le cadre de ce projet avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre. Merci, professeur. Donc, je vais laisser la parole à Dr Diop également par rapport aux atouts et aux défis. Peut-être pour nos participants, après ces 2 tours de questions, si vous avez aussi des questions de votre côté, on pourra un peu ouvrir certains micros s'il y avait des questions ou réactions. Et peut-être que, notamment, Dr Diop, vous pouvez peut-être réagir aussi à la question de Bertrand sur la protection des données personnelles. Oui, merci. Donc, effectivement, comme ça a été abordé, hein, surtout au niveau de la télémédecine, quelle que soit la spécialité, finalement, que ce soit en dermatologie ou en cardiologie, on sait qu'il y a des déserts médicaux un peu partout dans le monde et le Sénégal, ce n'est pas une exception. Il y a un impact qui est colossal tout de suite, donc ça a été déjà abordé par les collègues, donc il y a cet atout-là. Après, effectivement, au niveau de la protection des données, c'est un problème. Je sais, peut-être vous pourrez nous dire plus que ça. Je pense qu'il y a des projets pour des data centers, des choses comme ça au Sénégal. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais c'est toujours très important qu'il y ait une sécurité au niveau de la transmission des données des patients. Autre chose, c'est après le souci aussi, parce que je pense qu'au Sénégal, ce sera forcément la prochaine étape, ce sera ça. Surtout les dossiers médicaux, le dossier médical patient, c'est la suite logique en fait. C'est juste, ça va peut-être prendre du temps, mais on sera obligé d'aller vers ça. On gagne énormément de temps, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis dans notre travail. Après, un des enjeux, ça va être aussi l'adhésion, je pense, au niveau général, parce qu'il ne faut pas que ça soit, à mon avis, une idée qui soit un petit peu parachutée. Il faut vraiment qu'il y ait une adhésion aussi bien au niveau des praticiens. Je pense que les médecins, ils sont convaincus assez rapidement de l'utilisation, mais il y a tout un écosystème à côté. Il faut que les infirmiers ils adhèrent. Au niveau de l'administration, voilà, il faut qu'il y ait, que ce soit un écosystème qui adhère vraiment à ce projet-là pour qu'il puisse marcher. Après, autre chose qui risque de poser problème également, c'est la fiabilité, à mon avis, parce que une fois qu'on est dépendant du numérique, il faut vraiment que derrière, on ait tous les backups si jamais les applications elles bug. Voilà, parce que sinon, nous, on a même ici en France, on a avec le logiciel qu'on utilise,
c'est assez particulier, mais il y a une heure pendant le garde de nuit entre 2h et 3h du matin. Le logiciel il se met en maintenance et donc il y a systématiquement un bug pendant 1 heure de temps, on ne peut rien faire. Donc ça pose un peu problème. Et voilà, on sait qu'au Sénégal, il y a des problèmes énergétiques, il y a des problèmes, voilà, il faut une maintenance derrière pour pouvoir réparer, etc. Donc, je pense que ce sera ces défis-là et pour moi l'adhésion, mais les avantages, voilà, on a tellement, on pourrait parler pendant toute la journée, on n'en finirait pas. Ok, merci beaucoup, docteur, et j'espère que votre agenda ne vous demande pas toujours de faire les rapports entre 2h et 3h du matin sur des systèmes. Mais donc, je n'ai pas vu d'autres questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des interventions où quelqu'un désirait ouvrir le micro, poser une question en lien avec les thèmes qui ont été abordés jusqu'à présent? Moi, je voulais poser une question aux organisateurs. Je peux? D'accord, merci. Non, moi, c'est la première fois que je participe à votre réunion. Je vois que c'est Café e-Santé. Je voulais voir un peu connaître un peu votre organisation, vos objectifs, éventuellement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider en matière de e-santé en Afrique? Et quelles sont les possibilités si on peut faire recours à vous? Est-ce qu'il y a des facilités en termes d'appui, en termes de formation? Parce que nous, on veut aussi développer. Moi, je suis enseignant, donc on est en train de mettre en place aussi des trucs à l'université pour aider nos jeunes médecins à s'approprier ces outils. Parfois, je sais qu'il y a des formations numériques sur la télémédecine à gauche, à droite. Je veux bien connaître votre organisation et voir vos différents axes stratégiques et voir qu'est-ce que vous pouvez nous apporter. Nous qui sommes praticiens, nous qui avons des idées, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? En tout cas, déjà, vous connaissez déjà, et voir les possibilités de collaboration. Ouais, merci beaucoup, professeur. Et désolé, peut-être qu'on aurait dû donner un peu plus de détails par rapport à ça. Donc, très, très rapidement, avant qu'on passe à la prochaine question, et je pourrais aussi vous partager un document après la réunion. On a aussi peut-être quelques actualités par rapport aux informations qui sont disponibles en ligne. Donc, la communauté elle s'est constituée il y a 2 ans et demi à peu près. Donc, c'est un groupe informel de différents acteurs qui se rencontrent de manière régulière, hein, à peu près maintenant tous les 2 mois, et qui sont représentés par soit des startups ou des fournisseurs de solutions dans le domaine de la santé, des personnes qui travaillent au niveau programmatique dans des ONG, qui sont dans l'implémentation de projets. On a aussi quelques représentants, je vois Madame Sall qui vient de nous rejoindre, donc du ministère de la Santé, et d'autres observateurs, peut-être si je peux les appeler comme ça, qui nous rejoignent parfois de projets plutôt à l'échelle régionale. Et d'ailleurs, ça me rappelle, si vous avez rejoint la réunion depuis le début, vous pouvez bien sûr vous présenter aussi sur le chat pour qu'on sache un peu qui vous êtes, surtout si c'est votre première participation. Et donc, depuis l'année dernière, on fait des réunions qui sont cadrées sur des sujets thématiques. On en a eu, par exemple, sur les sujets de l'interopérabilité, et on a d'autres réunions prévues. Et l'année dernière, on a aussi participé à l'organisation d'une rencontre organisée par AMREF sur les rencontres de la santé numérique qui s'est déroulée à Dakar, où la communauté santé a fourni un appui sur les thématiques à discuter et sur les interlocuteurs qui pouvaient être identifiés. Et notre objectif, nos axes stratégiques, c'est vraiment de pouvoir établir un cadre d'échange et aussi d'alignement, parce qu'on voit que souvent, il y a plusieurs
projets qui se font en parallèle avec des objectifs parfois un peu similaires. Et aussi de concertation entre différents types d'acteurs, donc notamment les startups qui sont aussi présentes dans la communauté, et d'avoir un peu un axe sur la santé de discussion de la société civile. Bon, c'est vrai qu'on est basé au Sénégal, mais on est actuellement en discussion aussi comment intégrer le volet sous-régional, parce qu'on a pas mal de personnes qui sont en lien avec le Sénégal, mais qui implémentent ou qui font des projets dans la sous-région, et aussi parce qu'on voit que dans le domaine de la e-santé, il y a aussi un besoin un peu spécifique dans la zone de l'Afrique francophone, peut-être comparé aussi aux pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique du Sud et des pays anglophones où il y a une certaine particularité. Donc, peut-être qu'on pourra vous mettre encore quelques liens d'information dans le chat. Et en tout cas, ravi que vous soyez intéressés d'apprendre plus. Et maintenant, peut-être on pourra passer à la prochaine question. Donc, je vais rester avec vous, Dr Diop. On va inverser l'ordre des interlocuteurs et peut-être passer au sujet de comment est-ce que les patients, peut-être pour élargir aussi à nos panélistes qui sont pas forcément en interaction directe avec des patients, mais peut-être avec des cibles dans les différents projets. Comment est-ce qu'ils réagissent aux solutions numériques utilisées? Est-ce que là aussi, vous êtes face à certains défis? Est-ce qu'il y a cette interaction aussi avec les patients? Est-ce que ça change quelque chose dans cette relation avec les patients et les cibles? Donc, docteur, ouais, allez. Ouais, merci. Ouais, les patients, en général, ils réagissent tous assez positivement, hein. Je pense que il y a un gain de temps et même eux, ils sont beaucoup plus rassurés quand ils savent que les données elles sont archivées, que même s'ils oublient leur dossier, parce que sinon, avec les antécédents, ils peuvent avoir des dossiers qui sont assez volumineux. Donc, ils savent que même s'ils viennent en consultation sans la grosse mallette de dossiers, on a quand même toute leur historique, toutes les ordonnances, et tous les antécédents qu'ils ont. Donc, c'est assez positif à ce niveau-là. Le seul bémol, peut-être, c'est au niveau de la fiabilité des données. Voilà, s'ils sont rassurés par rapport à la sécurité des données, en général, il n'y a pas trop de soucis par rapport à l'adhésion au niveau des patients. Parce que souvent, c'est ça le problème qu'on a. Au Sénégal, malheureusement, les patients, des fois, ils oublient leurs ordonnances, ils viennent sans leur dossier. Donc voilà, un patient qui se présente devant vous les mains nues, vous aussi, vous avez rien, vous n'avez pas, le dossier, il est archivé, il faut le chercher pendant des heures, c'est compliqué. Voilà, quand on a ces solutions numériques-là, franchement, ça change tout de suite la prise en charge et les patients, ils sont ravis de cette utilisation. D'accord, merci beaucoup. Peut-être, Monsieur Caboret, de votre côté, comment est-ce que les cibles réagissent aux solutions numériques? Bonjour, bonjour du moins. Il faut dire qu'à notre niveau, comme c'est beaucoup plus utilisé dans le cadre de la PCME, c'est un peu la réaction, en tout cas des mamans que nous pouvons témoigner, puisque nous avons beaucoup plus à faire aux enfants pour le moment. Donc, en ce qui concerne la PCME et même le REC maternité, je peux en tout cas partager un peu l'expérience, bien sûr, à travers la réaction des parents. Il faut dire que nous dirons que les cibles réagissent de façon positive parce qu'ils apprécient actuellement la manière dont les centres de santé périphériques et puisque c'est à ce niveau qu'on utilise beaucoup plus le REC. Donc,
la réaction des mamans est telle que la plupart du temps, quand ils arrivent à travers le REC PCME, ils arrivent en tout cas à avoir satisfaction par rapport aux problèmes de santé. Mais la réaction est au niveau du REC maternité, parce que là, on a la chance d'intégrer en fait des genre SMS rapides qui sont envoyés aux mères par rapport au rendez-vous. Et à ce niveau-là, on a eu des témoignages parce que des agents de santé disent que lorsque une femme accouche et qu'elle est libérée, de façon pratique, là, il y a un rendez-vous au 3e jour, au 6e jour, et bien sûr au 42e jour. Et à chaque fois, même si vous oubliez d'informer ou de façon verbale qu'elle a un rendez-vous dans 3 jours, c'est la maman qui vous demande est-ce qu'elle n'a pas de rendez-vous? Parce que bien sûr, elle a une coépouse ou en tout cas une voisine qui a accouché et qui revenait parce que son portable a sonné. C'était un message qu'elle a reçu. Donc, ces réactions positives-là nous amènent à croire en tout cas que les populations adhèrent en tout cas de façon totale un peu en tout cas à l'utilisation du numérique dans le domaine de la santé. Maintenant, pour la PCME, c'est comme on pourra dire aussi, la satisfaction vient du fait que les mamans remarquent qu'il y a une amélioration par rapport en tout cas aux soins fournis à leurs enfants. Et à ce niveau aussi, nous avons quelques témoignages au niveau des communautés parce que quand nous sortions, nous avons l'occasion de rencontrer des mamans qui viennent pour la consultation. Elles reconnaissent que de nos jours, avec, bon, nous sommes en milieu communautaire, le terme REC n'est pas utilisé, mais c'est beaucoup plus, elle parle des appareils. Il y en a même qui vont vous parler le terme ordinateur, puisque c'est là où est installée régulièrement la plateforme. Qu'avec les appareils qu'on utilise maintenant, elle remarque en tout cas, tout semble bien fait au niveau des centres de santé et que les enfants là, régulièrement, recouvrent la santé après quelques soins apportés. Et nous, nous essayons de comparer avant l'introduction du REC et elles disent qu'en tout cas, elles sentent une satisfaction. Et cela est recueilli et souvent, nous essayons de faire une synthèse pour présenter et montrer un peu aussi aux différents participants, aux différents agents de santé, les raisons qui font que nous pouvons croire que l'utilisation du REC va bien sûr révolutionner le système de soins. Donc, on dira, c'est à travers ces réactions-là que nous pensons que les solutions apportées par le numérique là est positivement appréciées par les communautés. Mais on n'a pas eu une enquête de satisfaction pour le moment qui vienne confirmer ou infirmer ce que nous disons, mais c'est à travers les sorties, lorsque nous rencontrons des mamans au niveau des salles de consultation ou en tout cas en attente, souvent nous échangeons maintenant, qu'est-ce que vous nous dites? Bon, à travers ce qui est fait maintenant avec, puisqu'il y en a qui ont installé ça dans leur smartphone, mais il y en a qui utilisent toujours la tablette. Donc, ils disent que bon, qu'avec la nouvelle manière de faire, on remarque que les choses se sont améliorées positivement. Mais là où la satisfaction est visible, c'est au niveau de la maternité. Parce que la femme réclame toujours son rendez-vous lorsque l'agent de santé par exemple, une sage-femme qui vient de faire un accouchement, et peut-être qu'il y a des femmes en attente. Les femmes qui devraient être libérées le même jour, quand elles sortent, elles demandent « je dois venir quel jour ?» Alors que de par le passé, on a tendance à faire revenir les femmes, mais elles n'acceptent pas de revenir pour les consultations postnatales. Mais depuis, en tout cas, l'introduction du REC maternité, les femmes réclament les rendez-vous auprès des agents de santé. Ça, au moins, c'est une chose que nous pouvons confirmer. Mais pour le REC PCME, c'est au dire des mamans, mais nous espérons qu'avec une enquête de satisfaction, on va en tout cas arriver à une conclusion, on trouverait cette satisfaction. Merci. Merci, M. Caboret. Florian, vous désirez intervenir? Si tu veux, tu peux y aller. Oui, merci. Juste, merci beaucoup pour le témoignage, Joseph. C'est hyper intéressant. Et peut-être juste rajouter 2 choses. Donc, effectivement, il y a… Alors, je ne me suis pas présenté, pardon. Je suis Florian Triclin, je suis coordinateur technologique sur IEDA, justement, pour Terre des Hommes. Peut-être 2 choses. Effectivement, il y a les utilisateurs des solutions numériques et puis il y a les bénéficiaires. Alors, un mot sur les bénéficiaires, vraiment, donc les mamans, comme disait Joseph. Elle réclame la tablette. Effectivement, elle ne réclame pas le REC, elle réclame la tablette. C'est-à-dire qu'on a des témoignages dans certains districts de mamans qui exigent presque que la tablette soit utilisée par l'agent de santé. C'est la première chose. Et puis, sur les utilisateurs eux-mêmes, donc les agents de santé, on a des exemples aussi au Burkina de districts
qui se sont équipés eux-mêmes, c'est-à-dire sans financement particulier. Ils ont fait l'effort. Alors, on les a appuyés évidemment dans la démarche, mais ils ont fait l'effort de s'équiper eux-mêmes en tablette, etc., parce qu'ils voyaient l'intérêt de ces solutions. Donc, quand on a des outils qui sont vraiment utiles, ils sont plébiscités et les gens font tout ce qu'il faut pour les acquérir, pour les utiliser, pour en prendre soin. On voit qu'on a très, très peu de casses, de vols sur les équipements qui sont déployés dans les centres de santé. Donc voilà, c'était pour compléter un peu l'intervention de Joseph, qui était déjà très, très bonne. Merci beaucoup. Merci Florian. Peut-être, professeur Pitché, de votre côté aussi, comment est-ce que les cibles ou patients réagissent aux solutions numériques? Globalement, bien, parce que bon, nous, on avait une appréhension sur la prise des photos. Évidemment, en tant que dermato, souvent les patients nous font confiance parce qu'on prend des images pour diverses raisons, pour comparer. Et l'appréhension, c'était de savoir est-ce que les gens en périphérie vont accepter de prendre les photos, qu'on envoie quelqu'un d'autre, parce qu'il faut que l'agent de santé ou bien le médecin généraliste dise je vais envoyer ta photo à un collègue spécialiste pour qu'il regarde. Mais globalement, je pense qu'on a évalué la première phase du projet en interrogeant les patients qui étaient dans les sites. Pratiquement tous ont accepté la prise de photos sans aucun problème. Il y avait une réticence d'une ou deux personnes qui voulaient, quand la lésion était au niveau du visage, ça leur posait pour comprendre la photo du visage et envoyer quelqu'un disait je ne veux pas comprendre la photo avec le visage, je suis vilain, je ne veux pas qu'on découvre ça Lomé, bon, envoyer un truc à distance. Donc, c'est juste pour ça. Sinon, globalement, ça se passe plutôt bien et ils acceptent facilement la prise de photos, même si dans l'avenir, ça commence déjà. Pour des problèmes juridiques, éthiques, on va demander aux gens de signer un papier, le consentement avant la prise de photos. Dans les études, ça a commencé déjà. Comme moi, je suis universitaire, quand on mène des études sur le terrain, on demande aux gens d'accepter formellement la prise de photos. Peut-être dans la pratique, dans l'avenir, ça peut être un goulot d'étranglement. Si on va demander à chacun de signer un consentement, ça va créer d'autres problèmes. Mais pour le moment, ça va. Et ils sont plutôt, en tout cas, ils sont plutôt très adhérents aux propositions des agents de santé et qui prennent quand même le soin de les informer que ces photos, parce qu'on exige d'informer clairement le patient qu'on va prendre photo, ces photos seront envoyées à quelqu'un à l'extérieur et ce sera sur une plateforme. Et donc, pour ne pas tricher avec le patient, parce qu'en pratique, on peut prendre des photos et garder dans nos archives en tant que dermato, on en a plein de photos, mais dans le cas de ce projet-là, on insiste sur le fait que quand l'agent de santé doit prendre une photo, il doit informer clairement au patient que cette photo doit être envoyée à quelqu'un d'autre et ça sera figuré sur une plateforme, même s'il ne doit pas signer le consentement formellement, mais l'évaluation de la première phase du projet a montré que 99% des gens acceptés, à part une ou deux personnes qui étaient interrogées, qui ne voulaient pas comprendre une photo de son visage. Sinon, ça se passe plutôt bien. Super, merci professeur. Et donc, au niveau docteur Bouguer, en mesure que la question vous parle, est-ce que vous aussi, vous avez fait des expériences avec les patients et leurs réactions aux solutions numériques? Alors, là, je vais parler du privé, comme depuis tout à l'heure. Alors, les patients, ils sont assez contents, ils réagissent bien par rapport à la prise de rendez-vous en ligne. J'en ai certains qui me disent que c'est plus facile. Par exemple, ils ont un problème très tard dans la nuit. Ils peuvent prendre directement, ils doivent pas attendre le lendemain pour appeler. Donc, ils prennent directement rendez-vous et ils savent qu'ils ne vont pas attendre. Ils ont une heure précise. Donc, en général, dans le privé, les gens sont assez contents de pouvoir faire une prise de rendez-vous en ligne, quoi. C'est essentiellement ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va passer à l'avant-dernière question. Et encore une fois, à l'audience, n'hésitez pas s'il y a des questions ou des clarifications à fournir, à nous lever la main ou à faire des messages sur le chat.
Donc peut-être pour reformuler un peu la question affichée, je pense que c'est plutôt en termes d'attente. Vu que vous représentez le corps médical et professionnel du domaine de la santé, est-ce que vous avez certaines attentes envers le gouvernement, peut-être les associations de professionnels médicaux, le secteur privé numérique, comme les opérateurs téléphoniques, ou même la société civile, les patients ou d'autres qu'on n'a peut-être pas nommés ici, en matière de la santé numérique. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui devraient être mises en place, mais qui ne sont peut-être pas forcément à votre niveau, ou vous souhaiteriez que les autres acteurs cités pourraient intervenir ou renforcer la santé numérique? Donc, peut-être on va recommencer par vous, Dr Bouguer. Oui, moi, essentiellement, dans ma pratique, je dirais que le secteur, tout ce qui est ONG et tout ce qui est tech devrait en fait plus impliquer en fait les médecins. On devrait plus impliquer les médecins pour voir exactement c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qui faciliterait la vie du médecin et par rapport aux patients, et aussi qu'on trouve une manière ou une autre en fait d'informer aussi les patients. Par exemple, moi j'essaie de développer la télémédecine dans le privé, mais c'est pas évident. Les patients, ils veulent toujours, certains insistent pour se déplacer. Je pense que c'est juste un manque d'information, c'est juste un manque de connaissances. Et aussi que quand vous élaborez vos processus et tout ça, qu'on soit plus impliqué pour connaître exactement c'est quoi les enjeux, c'est en quoi ça va nous servir et comment on pourrait utiliser ça au mieux, quoi. D'accord, merci beaucoup. Sébastien, intervention, réaction, peut-être présentation avant. Oui, bonjour, je suis Sébastien, je suis le fondateur de IT4Life. C'est une question pour Elena, mais du coup, elle a répondu partiellement à la question. C'était de savoir si tu pensais, justement, Elena, que les patients étaient prêts à faire des téléconsultations, notamment des consultations en vidéo pour des problèmes dermato, parce que du coup, il n'y a pas forcément, alors je pense, systématiquement besoin de se déplacer pour des problèmes de dermato, parce qu'on peut gérer plein de trucs avec la vidéo. Moi, j'avais fait un rendez-vous comme ça, par exemple, pendant le Covid, avec un dermato à distance, et ça avait été extrêmement efficace, ça avait fait mon ordonnance. Mais est-ce que toi, tu penses que ici au Sénégal, les gens sont prêts et en fait, tu as répondu partiellement, quoi, déjà? Je pense qu'ils n'ont pas très confiance. Et après, le problème, c'est prendre les photos. Le professeur Pitch l'a dit tantôt, c'est vraiment, il faut prendre de bonnes photos, quoi. Et donc, souvent, on va redemander au patient, s'il n'a pas une bonne connexion Internet, ça va être compliqué de reprendre des photos, de prendre ça sur cet angle, de prendre d'autres photos. Et souvent, les patients, ils sont pas patients, quoi. Donc, c'est assez compliqué pour eux, mais je pense que si on informe, on sensibilise, je pense que ça pourrait marcher. Mais actuellement, là, non. Je n'ai pas beaucoup de patients qui veulent faire de la téléconsultation, sauf quand ils sont vraiment à distance, quoi. Quand c'est à l'étranger, quand c'est ailleurs. Parce qu'on m'a souvent, toutes les seules téléconsultations que j'ai faites, du coup, c'est des personnes de peau noire qui vivent pas en Afrique et qui voulaient un dermato qui connaît la peau noire. Et donc, dans ce cas-là, ils m'ont sollicité. Mais sinon, en dehors de ça, ceux qui vivent ici, ils préfèrent se déplacer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, je pense que oui. Parce que merci, exactement. sur le chat. Audrey a une intervention aussi, une question. Et peut-être présentation avant. Le micro est sur mute.
Ok, peut-être on reviendra tout à l'heure. Donc, professeur Pitché, à votre niveau, est-ce qu'il y a certaines attentes envers les ONG, les bailleurs, le gouvernement, la société civile? Oui, si je veux parler d'abord du gouvernement, en fait, on a besoin d'avoir un cadre juridique et normatif de e-santé. En tout cas, sur le domaine de la santé, qui est un cadre juridique, c'est que actuellement le gouvernement travaille sur les cadres juridiques de l'aspect numérique, mais il manque un cadre sur l'aspect e-santé de façon générale. La discussion que vient d'avoir notre collègue sur la consultation, je dis, nous, on a posé la question clairement aux ordres de médecins, au gouvernement. Moi, j'ai vu dans le cas de télémédecine, télédermatologie, on a des collègues privés. Si je consacre mon temps à faire la téléconsultation, je renseigne la population, est-ce que je serais payé comme si je consulte? Ça, c'est des questions que le gouvernement doit prendre, réfléchir et mettre un cadre formel, normatif, juridique, pour dire, je suis radiologue, je suis cardiologue, je suis dermatologue, je veux passer 2 heures de mon temps à faire la téléconsultation. Et ça, il faut que ce soit payé. Et comment on le paye? Il faut que le gouvernement et puis les autres s'accordent dessus. Si on veut vraiment développer la télémédecine à l'avenir, même si on a commencé déjà, avec le Covid a été un accélérateur des solutions de e-santé, il faut que ce soit fait. Que ce soit pas seulement de la protection des données. Si on voit des photos, je donne mon avis, ça a un coût. Je suis formé pour ça. Dans le cas de bénévolat, amical, dans le cas de ce projet-là, nous, on le fait de façon bénévole parce que c'est nous qui avons le projet. On peut consacrer notre temps à faire des formations, à faire des téléconsultations, à donner des avis. Parfois, vous avez beaucoup d'avis à donner, des trucs à faire. Donc, il faut que le gouvernement mette un cadre pour dire que ce soit privé, soit public, ça va motiver les jeunes et les gens à faire la téléconsultation. Parce que si je suis dans un hôpital, si je fais une consultation classique, je suis payé pour ce que je fais. Si je prends mon temps pour faire la télémédecine avec des avis extérieurs, si je suis payé pour ça, peut-être que je serai plus motivé par rapport à quelqu'un qui ne le fait pas. Donc ça, c'est des discussions qu'on doit mener au niveau des pays avec l'appui des expériences des uns et des autres pour normaliser ça entre guillemets. Et si possible, et le patient aussi peut avoir l'intérêt de dire, je ne viens pas, je ne suis pas vu par le médecin, mais je dois payer l'acte de la vie que j'ai demandé au médecin. Sinon, c'est facile d'être dans ton coin et puis envoyer des ECG, envoyer la radiologie, envoyer des photos. Que penses-tu? Pression médicaments, on envoie l'ordonnance. Ça a un coût. On est formé pour ça. Et ça, il faut le mettre sur papier. En tout cas, mettre ça, c'est une attente partout qu'on veut. Et l'aspect juridique, l'aspect normatif aussi va faire qu'il y aura des facilités en matière d'achat de matériel, des connexions Internet, parce que si le gouvernement décide de déployer la e-santé, la télémédecine, en tout cas tous les aspects, il va essayer de mettre les acteurs autour d'une table qui soient d'accord et ils fixent des cadres. Et il va faciliter à travers l'économie numérique, l'aspect des connexions, de déployer pour que les gens puissent envoyer des images de scanners, de radio, ou même à l'aide de faire des cabines de téléconsultation. Donc, ça, le gouvernement doit pouvoir agir dessus parce qu'ils sont des régulateurs pour aider les acteurs à être dans ce cadre normatif et déployer maintenant les moyens. Comme ça, tout le monde est à l'aise. Quand vous êtes ONG, vous êtes un partenaire technique, vous venez dans le pays, vous avez un cadre normatif, ça vous permet d'avancer. Sinon, actuellement, il y a des initiatives à gauche, à droite, parfois diversifiées, qui se ressemblent. Chacun fait sa petite boutique, cultive son petit jardin, mais il n'y a pas de perspective d'ensemble. Donc ça aussi, c'est une adresse qu'on adresse aussi parfois à nos partenaires qui nous aident pour que, c'est vrai, ça arrange tout le monde quand il n'y a pas un cadre de venir faire ce qu'on veut et puis repartir, ni vu ni connu, mais c'est un cadre pour la synergie d'action, pour l'impact même dans cet aspect-là, on a besoin. Et je pense que des structures comme vous qui réfléchissez pouvez aider à alimenter la réflexion au niveau des ministères. C'est vrai que parfois ça dépasse la santé. Il y a l'aspect de l'économie numérique, l'aspect juridique qui fait que parfois les ministères de santé ont peur de dérouler parce qu'il y a beaucoup d'implications. Et donc le ministère de la Santé,
seul n'a pas tous les outils, n'a pas toutes les compétences pour monter au front dans l'aspect montagne, parce qu'il y a des interférences. Autre attente qu'on a vis-à-vis des partenaires ONG ou partenaires techniques qui sont comme sur cette plateforme, c'est d'aider aussi, de nous aider, nous qui sont un peu, qui mettons un peu notre nez au quotidien, c'est nous aider aussi par la formation, à nous donner des solutions, peut-être à nous orienter. Je sais que moi, on a fait en tant qu'enseignant, on était formé sur e-learning, c'est pour ça qu'on appelle le réseau RAF, qui était un outil de la francophonie avec nos amis de Genève, où on fait de e-learning à distance, il y avait des cours, on a vu qu'on peut faire la télémédecine, la téléconsultation. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut développer et si vous pouvez nous aider à former les gens, à nous donner une solution, ça c'est aussi une attente qu'on peut espérer. En tout cas, moi, on peut espérer. Et puis, bon, parfois les financements, on a des partenaires qui nous aident dans le cadre de projets et donc c'est une bonne chose. Donc, voici quelques attentes que je peux exprimer, si je me permets ici, vis-à-vis de mon gouvernement à nous, ou bien on est dans une sous-région, les gens réfléchissent ensemble, et comme vous êtes à Dakar, il y a des plateformes sous-régionales. Je sais que l'OAS, les gens réfléchissent. Avec le Covid, il y avait beaucoup de réflexions, mais pour le moment, on ne va pas de suite pour voir ce qu'on peut faire pour aider les sociétés de e-santé. Et puis, je pense qu'une collègue aussi a évoqué le problème de conception des outils. Parfois, des outils, il y a des plateformes. Parfois, bon, c'est vrai que si les concepteurs de ces solutions, s'ils intègrent, prennent en compte quelques préoccupations de problèmes de santé, ça facilite l'implémentation en aval, quoi. Parfois, moi, j'ai vu 2-3 personnes me proposer des outils pour les consultations de rendez-vous, mais parfois, c'est très lourd à dérouler. Et c'est dans les services, on s'est rendu compte que lui, on n'a pas pris en compte tel aspect, on n'a pas pris en compte les besoins de tel acteur. Il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes, il y a des médecins généralistes, il y a des chirurgiens parfois. Ce n'est pas standard, les besoins ne sont pas assez standardisés, mais si en amont, les gens peuvent écouter, prendre quelques préoccupations dans la conception des outils, ça permet aussi de faciliter la mise en œuvre. Donc, voici ce que je peux dire à mon niveau pour quelques attentes que je vois et qui peuvent nous aider à avancer parce que c'est le futur, en fait. C'est le futur. Dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être qu'il y a plein de choses, il y a plus de papier, il y aura des solutions qu'on va trouver facilement. Merci beaucoup, professeur. Avant de donner la parole à M. Caboret, Audrey, est-ce que vous aviez toujours une intervention, une question? Oui. Et vous pouvez vous présenter peut-être. Oui, bonjour à tous. Je suis chargée de projet sur Antibiopique Afrique et c'est ma première participation à ces sessions. Et j'aimerais intervenir par rapport à un point soulevé par Elena qui parlait de l'implication des médecins. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est essentiel d'impliquer les médecins dès la conception, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, et pour prendre non seulement leurs besoins afin de développer des outils qui sont utiles. Parce qu'on se rend compte que parfois, chacun reste dans son coin et il a une idée. Bien sûr, toute idée est bonne, mais est-ce que l'idée est réellement utile pour le professionnel de santé et pour le patient par la suite? Et par rapport à ça aussi, on a eu quelques retours des médecins qui disent qu'ils ont déjà une charge de travail très lourde et c'est pas toujours évident d'avoir accès pour échanger avec eux. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à ça pour améliorer l'accès aux médecins justement pour échanger par rapport aux innovations en santé? Alors peut-être, professeur Pitcher ou docteur Bouguer, vous voulez réagir à la question? Je ne sais pas si... Oui, je laisse la collègue avant. Ça peut réagir. J'ai pas bien compris. En fait, tu demandes à savoir comment nous impliquer plus, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu des retours à cause de la charge du travail, ils ne trouvent pas souvent le temps pour mieux échanger, discuter par rapport à des solutions de santé.
Moi, je trouve que la solution simple, c'est de répéter et d'organiser souvent comme ça des discussions de e-santé, des webinaires, voilà. Je pense que c'est par ce canal-là, en fait, de trouver, d'organiser, en fait, des espaces où on va penser qu'à ça. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, en fait, vous nous demandez de réfléchir. Peut-être que c'est pas facile, mais si on organise un webinaire, un e-santé qui est programmé à l'avance, on sait qu'on doit participer à ça et je pense que c'est comme ça qu'on peut plus nous impliquer, quoi. À part ça, je vois pas trop comment on pourrait, ou peut-être aussi ouvrir un espace sur vos sites pour qu'on puisse envoyer nos suggestions directement quand on pense à quelque chose d'ouvert pour qu'on puisse laisser des idées. Voilà ce à quoi je pense là comme ça. Moi, je pourrais ajouter pour dire qu'il faut aussi passer par les autres professionnels. Je suis passé par les ordres de médecins, les associations de professionnels, les sociétés savantes. Dans tous ces ordres-là, tout le monde n'est pas très à la pointe numérique, mais il y a des gens qui s'y intéressent. Ils vont vous répondre. Comme toujours, les gens sont... Quand on est motivé, quand on engage sur une question, on a toujours un temps pour répondre. C'est quand la personne n'est pas très engagée, elle va dire « j'ai pas le temps ». Reviens demain, parfois les gens mettent de la mauvaise foi. Mais quand on est intéressé par une question, peut-être que la première fois, vous dites à la personne, je ne suis pas disponible, mais la personne vous donnera un rendez-vous. Donc, si vous passez par les autres professionnels, l'ordre de médecins, l'ordre de dentistes, association des infirmiers, association des sages-femmes, sur des questions de santé, la production des gynécologues, la société des gynécos, ça dépend de ce que vous voulez. Vous allez trouver des gens qui peuvent vous répondre. Autre solution aussi, parfois, au lieu que vous entendez voilà, la personne, si vous faites des questionnaires, si vous avez des questions type, ce que vous voulez, faites des questions, réponses, vous envoyez sur un site, vous envoyez dans l'adresse email, tout ça. Parfois, les gens prennent le temps de vous répondre. Peut-être qu'ils ne vont pas vous répondre au moment où vous voudrez, mais peut-être que quand il aura un temps dans son 12 heures, donc, ou bien entre midi et 2, quand il a un petit temps, il ouvre son mail et tous les questionnaires. En plus, quand c'est rempli directement sur le site où il peut valider, vous envoie automatiquement. C'est une solution. Hein. C'est souvent quand les gens font des enquêtes, c'est plus facile. Ils vous envoient un questionnaire, vous allez jusqu'au bout, et puis à la fin, vous cliquez, vous l'envoyez. Ça permettra d'avoir de plusieurs avis. Donc, voici, en dehors de ce que ma collègue a dit, voici des approches qui permettra de toucher des gens. Mais évidemment, vous serez déçus parce que tout le monde peut ne pas être intéressé au moment où vous passez le voir. Et les gens ne sont pas intéressés par e-santé, ils se disent c'est pas la peine, ou ça ne m'intéresse pas, ils ont le droit de ne pas être intéressés. Mais il y a toujours des gens dans des groupes qui sont plus intéressés que d'autres. Une des chances, c'est de passer par l'organisation. Et dans l'organisation, il y a quelqu'un qui s'intéresse, on va lui demander de réfléchir à ça et de poser des questions à ses collègues pour recueillir les éléments de réponse. Voilà, donc en fait, de partager des informations et le questionnaire permet de répondre entre 2h et 3h du matin quand le système pour les rapports n'est pas disponible. Monsieur Cabouret, est-ce que de votre côté, il y a certaines attentes envers certains acteurs? Oui, les attentes, ça ne manque pas. Mais il faut dire que, je veux préciser en passant que nous avons peut-être la chance qu'au niveau du Burkina Faso, les choses sont un peu bien structurées en ce qui concerne le REC, qui est beaucoup plus le volet santé numérique pour le moment au Burkina. C'est vrai que, comment on appelle ça? Les autres aspects sont développés, mais c'est avec l'utilisation du REC là que c'est beaucoup développé. À ce niveau, il y a déjà un comité technique qui est mis en place, composé de plusieurs personnes, dont les sociétés savantes, surtout les pédiatres, les pneumologues, les cardiologues, et j'en passe, pas mal de spécialistes. Et ce comité-là se réunit normalement tous les 3 mois pour voir un peu quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités de e-santé, ainsi de suite. Mais, sous en tout cas le leadership du ministère de la Santé, bien sûr, à travers le secrétariat général. Mais il faut dire qu'actuellement, comme je l'ai dit dès le début de la session, nous sommes actuellement à Koudougou
avec ce comité-là en train de réfléchir, parce que nous sommes des personnes ressources, parce que ayant certaines expériences dans le e-santé, en train de réfléchir par rapport maintenant aux prochaines étapes de e-santé au Burkina et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer un peu les choses. À ce niveau, il faut dire que actuellement, ce que nous demandons du ministère, c'est véritablement que le ministère joue son rôle de leadership dans le domaine des transferts, en fait, de la plateforme. Parce que pour le moment, nous avons l'accompagnement, je dirais en tout cas, total de Terre des Hommes, de l'ONG Terre des Hommes qui nous accompagne pour le déploiement et pour vraiment la mise en œuvre de tout ce qui est activité REC dans le pays. Mais nous pensions qu'il y a un processus de transfert qui est engagé et nous espérons que d'ici, en tout cas, j'avais abandonné le débat quand les gens discutaient autour de 18 mois pour finaliser le transfert et d'autres parlent de 2 ans. Nous pensons que si le ministère arrive, le gouvernement arrive à s'approprier véritablement de la stratégie et maintenant solliciter l'appui des ONG comme toujours pour accompagner parce que, il faut le dire, hein, c'est des stratégies qui coûtent cher en matière de ressources. Si on laisse seul le ministère de la Santé, ce n'est pas évident qu'on puisse en tout cas poursuivre dans de bonnes conditions, mais on a quand même la garantie qu'il y a l'engagement de l'ensemble des partenaires qui veulent accompagner le processus, parce que tout le monde y gagne, hein, tout le monde y gagne, comme le dit le prédécesseur, parce que ça va faciliter beaucoup de choses, mais il y a aussi le volet global de e-santé là, qui est bien structuré parce que nous avons la chance d'avoir une direction. Il y a la direction des systèmes d'information sanitaire, où est logé en tout cas le e-santé, qui va en tout cas prendre en charge tout ce qui est volet e-santé, que ce soit le REC, que ce soit à travers les consultations des spécialistes. Et nous pensons qu'à partir de ce moment-là, tout le monde sera en tout cas gagnant. Mais la chance, comme je l'ai dit, c'est le fait que déjà il y a un comité technique qui réfléchit régulièrement sur les avancées. Et là où il y a des difficultés, le comité fait remonter les informations et aux partenaires, aux autorités du ministère et ensemble, on propose des solutions. Maintenant, par rapport à la société civile et puis surtout, sinon chez nous, je signale en passant que les structures de santé privées, je prends l'exemple de Koudougou, qui désirent qu'on puisse installer l'application pour eux. Là, nous le faisons. Nous le faisons. Il y a des fois que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des tablettes pour eux. Je prends l'exemple d'un centre de santé qui est un centre confessionnel catholique. Ils ont dit, si c'est les tablettes, nous avons les tablettes. C'est comme l'a dit le représentant, le coordinateur technologique de Terre des Hommes. Il y a des particuliers qui disent, nous voulons seulement une capacitation de nos hommes. Sinon, si c'est le matériel, nous allons en tout cas nous approprier. Donc, pour ces structures-là, nous accompagnons toujours. Il y a pas mal de structures privées qui ont demandé à ce qu'on puisse installer la plateforme parce qu'ils ont déjà les appareils. Et ce que le ministère a pu faire, c'est accompagner leur personnel dans le domaine de la formation et puis bien sûr le suivi. Donc, à ce niveau, pour la société civile, nous pensions qu'on doit beaucoup plus les informer de tout ce qu'on fait sur le terrain parce que c'est une société civile aujourd'hui qui a besoin de l'information. Donc, tout ce qui se fait dans les centres de santé, on a des cadres spécifiques aussi pour les informer. Et nous pensons qu'il faut renforcer la communication à ce niveau-là pour davantage impliquer la société civile, pour qu'elle sache qu'effectivement, c'est une révolution dans le système de la santé pour améliorer les soins parce que, comme l'ont dit les spécialistes de la santé, les médecins spécialistes, que ce soit du domaine du gouvernement ou dans le privé, lorsque le e-santé est développé, souvent, on n'a pas besoin qu'un patient se déplace pour avoir des soins, mais il suffit d'avoir des informations à distance et puis les soins peuvent être en tout cas fournis par quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste d'un domaine précis, mais qui a l'accompagnement à distance du spécialiste pour assurer les soins. Donc, à notre niveau, véritablement, c'est le rôle de leadership du gouvernement là, à travers le transfert en fait, de la plateforme au niveau du ministère que nous attendons impatiemment. Et bien sûr, toujours solliciter l'accompagnement, en tout cas, de l'ONG Terre des Hommes et bien sûr d'autres partenaires, parce qu'il y a pas mal de partenaires, hein, il y a beaucoup de partenaires, mais le leader dans le domaine, c'est vraiment Terre des Hommes au niveau du Burkina, que nous saluons en passant. Et nous pensons que si cela est poursuivi et ça se réalise autour du temps qui était imparti, nous pensons autour de 18 mois là, nous pensons qu'en tout cas, ça sera véritablement un succès pour le ministère de la Santé du Burkina Faso. Je vous remercie. Merci, M. Kaboré. Dr Diop, de votre côté, certaines attentes à manifester?
Effectivement, bon, les attentes, c'est surtout au niveau des autorités, hein, peut-être aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau même de la direction des hôpitaux. Si jamais ça traîne au niveau du gouvernement, parce que je pense que c'est un projet qui est au niveau du ministère de la Santé, surtout pour je parle du dossier médical patient, qui traîne maintenant depuis un certain nombre d'années. On ne sait pas pourquoi. Si jamais c'est trop lent, parce que attendre 10-15 ans, je pense que ça va être quand même difficile. On espère avoir ça assez rapidement. Donc, si jamais les hôpitaux, ils ont quand même une certaine autonomie, donc finalement, elles vont peut-être faire comme les cliniques, hein, chacun aura sa solution. Et après, il se posera le problème de l'interconnectivité entre les différentes solutions. Et c'est là où c'est dommage que le gouvernement ne prenne pas les choses en main. Mais je pense qu'on va par la force des choses, on ira vers ça. Et après, moi, je reste convaincu qu'au niveau des praticiens, en tout cas des médecins, dès que la solution elle sera disponible, il y aura une adhésion, donc je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Je pense que c'est surtout au niveau effectivement du gouvernement et de la direction des hôpitaux où ça traîne. Après, peut-être que des organisations comme e-santé aussi peuvent avoir ce leadership-là et proposer aller directement vers ces acteurs-là pour, pourquoi pas, proposer des solutions. Je ne sais pas, peut-être c'est une possibilité qu'il faut voir. Mais effectivement, il y en a, tous ceux qui ont été en contact avec cette solution, ils ont adhéré. Et moi, je pense que c'est juste un problème peut-être de communication. Et une fois que ce sera fait, il y aura les choses vont pouvoir avancer. Donc, peut-être qu'avec des sociétés comme e-santé peuvent éventuellement se rapprocher des acteurs. Pourquoi pas faire des propos, des présentations. Mais bon, après, il faudrait que ça soit en accord, évidemment, avec la direction des hôpitaux, etc. Mais je pense que c'est l'étape, parce que là, on est un peu dans une situation d'urgence, à mon avis. On a vu récemment, il y a eu pas mal de problèmes au Sénégal avec voilà, des structures et des agents de santé qui sont poursuivis pour des problèmes un petit peu qu'il y a eu dans la prise en charge des patients. Le fait d'avoir des dossiers comme ça permet d'avoir une traçabilité sur ce que telle personne a fait, est-ce que l'information, voilà, ça permet de situer tout de suite les responsabilités. Et donc, si vraiment on veut un système de santé qui soit performant et efficace, voilà, c'est des choses qu'il faut mettre en place tout de suite, pas dans 15 ans, quoi. Merci beaucoup, docteur. Et donc, peut-être très rapidement pour la dernière question, je vais proposer qu'on reste de nouveau avec vous. Par rapport à votre vision pour l'avenir de la e-santé dans votre domaine, en une phrase ou deux, quelle est un peu cette vision que vous avez pour l'avenir? Je pense que vous en avez déjà parlé là. Ouais, bon, voilà, c'était déjà fait du coup. Ouais, voilà. Je pense qu'il y aura une adhésion tout de suite. Soit le gouvernement, il va prendre le leadership et il va organiser les choses. Ou sinon, c'est les acteurs qui vont être contraints par la force des choses à s'organiser. Et après, bon, il y aura peut-être le problème de la communication entre les différentes structures qui risque de poser problème. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Cavoré, votre vision en une, deux phrases de la santé? Bon, la e-santé, pour l'avenir, la e-santé, en tout cas, a un avenir au Burkina Faso. Pour peu qu'on puisse, comme je l'ai dit, rapidement arriver à faire le transfert total de
surtout l'application REC et l'ensemble de la technologie au ministère de la Santé à travers la direction des systèmes d'information sanitaire qui abrite vraiment la e-santé. Mais il faut dire que, comme l'a dit tout de suite le Dr Diop, il faut renforcer aussi la coordination des différents intervenants. Parce que vous-même, vous l'avez dit entre-temps, c'est vrai que l'avantage qu'on a au Burkina, on a un comité qui est mis en place avec différentes interventions qui va jusqu'à impliquer le ministère de l'économie numérique. En tout cas, ça fait que la coordination, non seulement n'est pas seulement santé, mais ça prend en compte aussi les NTIC. Donc, à cette coordination, nous pensons que si cette coordination continue en tout cas à être bien fonctionnelle, il sera facile pour nous au Burkina en tout cas de continuer à espérer bénéficier des avantages de la e-santé. Parce que une chose est qu'on reconnaisse les avantages, mais l'autre est que ça soit bien fait. Donc, nous espérons qu'en tout cas, on va toujours continuer à renforcer la coordination. Bien sûr, c'est le ministère de la Santé qui a le leadership, mais bien sûr, avec les autres ministères, que ce soit économie numérique, ministère des Finances, parce qu'à un moment donné, quand ça sera pris en charge totalement par le gouvernement, il faut aussi compter sur le ministère des Finances pour bloquer les fonds. Donc, nous avons espoir en tout cas que ça ait un avenir, mais pour peu que la coordination continue à se renforcer. Merci. Merci, M. Kaboré. Professeur Pitché, votre vision en une de phrase? Non, ma vision, c'est que la e-santé, c'est le présent et le futur. Donc, si on pense à améliorer la qualité des soins, c'est une bonne stratégie. Et on a besoin d'impacter positivement sur la population. Donc, on a besoin du soutien des pouvoirs publics. D'accord, merci, c'est très pertinent. Et Dr Bouguer? Moi, je suis optimiste en l'avenir avec les e-santé, en espérant qu'on pourra développer plus la télémédecine dans le privé. Voilà, et dans le public aussi. Je pense que c'est l'avenir. D'accord, donc une combinaison un peu des deux systèmes privé-public. C'est ça. D'accord, très pertinent. En tout cas, merci déjà beaucoup à nos intervenants pour votre participation. Peut-être juste avant d'ajouter quelques informations, notamment par rapport à la prochaine rencontre, est-ce qu'il y a d'autres interventions, quelqu'un qui a des questions, qui désirait réagir? Plus de réactions, d'accord. Sinon, n'hésitez pas, le chat est encore là. Alors, par rapport au... Bon, déjà, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde d'avoir rejoint cette réunion Café e-santé numéro 29. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, à nous envoyer un email. Merci encore une fois aux intervenants et bonne chance pour toutes les avancées sur vos projets. Peut-être aussi un petit rappel qu'on a une liste email donc, qui est partagée, qui permet aussi d'envoyer des messages à toute la communauté de manière ouverte. Donc si vous avez des événements à partager, des posts, des informations quelconques liées à la santé et vous désirez toucher aux participants de la communauté, vous pouvez envoyer un email à santé.sn@google. Si vous n'êtes actuellement pas sur la liste email, vous pouvez m'envoyer un email et je m'assurerai de vous ajouter. Je mets mon contact dans le chat juste actuellement. Par rapport à la prochaine rencontre, nous avons prévu le
6 juillet d'avoir une discussion sur le stockage des données dans les pays d'intervention. Donc on a quelques idées en tête, notamment avec les autorités de la société CENOM, donc l'ancienne agence gouvernementale du Sénégal. Peut-être certains projets aussi qui ont des hébergements à l'échelle nationale en pays pour avoir un certain retour d'expérience. Si vous avez des idées d'intervenants ou si vous désirez intervenir dans la prochaine rencontre, n'hésitez pas à nous contacter également. Et encore une fois aussi, merci à Bertrand pour l'organisation des intervenants et de la séance avant la préparation. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Et le compte-rendu sera partagé donc, aux membres de la liste. Merci beaucoup, excellente journée.